Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la 4e conférence sur les piliers de la prospérité. Voilà, vous avez déjà assisté probablement aux conférences sur le pilier des finances, le pilier de la santé physique, le pilier de l'esprit et aujourd'hui, nous allons parler du pilier de la famille. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous aussi. Voilà, je suis Luc Griffet, c'est Françoise qui vient de parler. Nous sommes heureux d'animer ces conférences. Alors, disons tout de suite que nous n'allons pas aujourd'hui, disons d'abord ce que nous n'allons pas faire par rapport à ce pilier de la famille, c'est évidemment de parler de style de thérapie familiale ou quelque chose comme ça. Nous n'allons pas donner des recettes ou des solutions toutes faites pour régler des situations familiales difficiles, pas du tout. Par contre, nous allons partager une série d'outils qui devraient, nous l'espérons, c'est notre vœu, permettre à tout le monde de trouver ou de construire ses propres solutions, puisque tout le monde sait qu'il y a autant de situations familiales qu'il y a de familles sur la planète. Donc, nous n'avons certainement pas la prétention d'avoir des solutions à donner à tout le monde. C'est à nous, à chacun d'entre nous, de trouver nos propres solutions. Et voilà ce dont il s'agira aujourd'hui. Donc, c'est de nous créer un petit peu plus d'autonomie, avoir plus d'outils pour nous créer nos solutions. Alors, avant d'en arriver là, peut-être si vous êtes là pour la première fois sur ces conférences, un petit rappel concernant nos profils. Je m'appelle Luc Griffet, je suis ingénieur de formation. J'ai passé une trentaine d'années à un métier passionnant dans le domaine de l'aérospatial essentiellement. Et depuis une vingtaine d'années en parallèle, j'ai démarré avec mon épouse l'étude au fond de différentes approches de soins personnels, de massage, de soins énergétiques et je me suis beaucoup intéressé à l'aspect de la conscience, comment évoluer dans notre propre vie. Et c'est un parcours, c'est ce parcours au fond avec Françoise qui nous a mené à parler progressivement de ces piliers de l'autonomie, ces piliers de la prospérité. Alors moi je suis donc Françoise Griffet, l'épouse de Luc. Donc nous sommes belges tous les deux de Bruxelles et moi je suis de formation professeur de mathématiques. C'est un métier que j'ai exercé pendant 30 ans à la périphérie de Bruxelles. J'ai adoré ce métier. Et puis un jour, je me suis réveillée et comme Luc, main dans la main, nous avons démarré un nouveau parcours de transformation de soi. Alors, on parle de famille, bien sûr, mais peut-être que vous êtes en train d'écouter cette conférence et que vous vous dites, mais moi je suis seul au monde, j'ai pas de famille, je n'invente rien. En fait, nous avons effectivement une amie dans nos relations qui est dans ce genre de situation. Alors, est-ce que ce type de conférence pourrait lui convenir ou pas? Alors, voilà, nous avons évidemment en vue la famille traditionnelle dans un premier temps. C'est un peu notre cas. Françoise et moi, on a 3 enfants qui sont mariés tous les 3 et qui ont chacun des enfants. Donc au total, nous formons, quand nous sommes ensemble, une famille de 16 membres. Mais on peut aussi envisager cela sous un autre angle, c'est tout aussi applicable. Ce que nous allons voir ensemble tout à l'heure, c'est ce que nous pourrions appeler la famille relationnelle ou notre présence au sein d'un groupe. Nous voilà aussi là dans un groupe, on va les appeler des amis, ce sont des amis, mais nous sommes en même temps tous ensemble impliqués dans un processus de formation à long terme. C'est donc le contexte dans lequel vous pourriez vous situer également par rapport aux outils que nous allons et aux connaissances que nous allons évoquer ce soir. Mais nous avons un contexte qui nous rassemble, un contexte unique. Voilà. Alors, la première chose à faire, évidemment, puisqu'il s'agit d'autonomie, nous voulons voir comment devenir plus autonome dans ce pilier de la famille, puisque nous prétendons que c'est un des piliers qui va nous permettre de mener une vie plus harmonieuse. Alors, c'est quoi l'autonomie? Bon, alors la définition du Larousse, normalement, vous la connaissez déjà si vous avez assisté aux autres conférences, c'est la possibilité de décider par rapport
a un pouvoir central, une hiérarchie, une autorité. Et dans notre pilier d'aujourd'hui, la famille, le groupe, ben, l'autorité, elle est principalement incarnée par l'ensemble des valeurs, au fond, qui animent toutes les relations entre les membres du groupe, les membres de la famille, et par les personnes qui les établissent en priorité. Mais qui sont ces personnes? C'est l'ascendance. Hein, c'est toute la... Ce sont nos ascendants, ce sont les parents de nos parents, et avant ça, nos grands-parents, leurs grands-parents, et ainsi de suite. Mais c'est aussi euh, les autorités religieuses, ça peut être aussi, dans certaines cultures, les chefs de clan, etc. Vous voyez? Donc, dans notre contexte occidental, disons que l'autorité va essentiellement venir à la fois de notre lignée parentale et aussi de notre culture, qu'elle soit religieuse, disons que ce qui nous est enseigné à l'école. Voilà, on va le voir comme ça. Mais nous sommes dans une société patriarcale en Occident. Et c'est ça qui nous influence et qui nous maintient finalement sous l'autorité. Et c'est de cela que c'est bien d'en sortir pour devenir autonome. Voilà, donc c'est vrai que c'est une caractéristique particulière à notre société occidentale, hein, le patriarcat. Donc ça va réapparaître. Alors, euh, on disait les valeurs. Alors, forcément, on peut les classer en deux catégories, ces valeurs. On peut retrouver dans nos valeurs toute une série de valeurs positives comme le respect de l'autre ou le respect de la parole donnée, la loyauté, la joie de vivre, l'ouverture à autrui, l'entraide, la tolérance, la solidarité, des croyances, globalement, des croyances d'ouverture d'esprit et des croyances d'ouverture à l'autre aussi. Alors en contrepartie, on retrouve aussi à la fois chez les autres, mais bien entendu chez nous, chez nous-mêmes, chez soi, une série de valeurs négatives. C'est toujours mis entre guillemets, évidemment, ces termes de positif et négatif, parce que les guillemets indiquent au fond qu'on ne met pas de jugement de valeur là-dessus, euh, malgré les apparences. Il n'y a pas de jugement à avoir si nous avons une valeur négative. Ben, la seule chose à faire, c'est justement de chercher à, premièrement, ne pas juger et puis d'essayer de pouvoir la transformer, cette valeur. Ça va être notre objectif, évidemment. Mais on retrouve souvent, même parfois dans nos propres racines, des valeurs de précarité, hein, la peur de la pauvreté. C'est quelque chose qui est très répandu dans notre société. Toutes les choses qui sont liées à l'argent, etc., ont des connotations et créent des valeurs souvent à connotation négative. Négatif, au fond, voulant dire quoi? Voulant dire qui crée finalement du malaise ou du mal-être dans notre vie quotidienne. Le jugement est évidemment une valeur classée dans cette catégorie négative. Exercer un jugement sur autrui ou même sur nous-mêmes n'a jamais fait de bien à personne, malgré les apparences, encore une fois. L'absence de confiance, oui, le manque de confiance en soi, qui entraîne d'office le manque de confiance dans l'autre et qui crée souvent beaucoup de problèmes dans les relations. Une mauvaise santé, la notion de santé, ok, oui, bah oui, ça fait de père en fils que nous sommes des gens de santé fragile et nous avons telle ou telle chose que nous nous passons d'une génération à l'autre. Ce sont au fond toute une série de croyances qui vont nous limiter dans nos moyens d'action, dans notre vie de tous les jours et dans nos capacités à évoluer ou à être. François, tu as quelque Oui, chose que parce tu veux que ajouter? notamment pour la santé, finalement, ça devient, ça fait partie de la normalité. Comme tu dis, nous sommes en mauvaise santé, ou nous sommes diabétiques de père en fils, ou le cancer du sein de mère en fille, et ça fait partie finalement de la normalité si on n'y prête pas attention. Voilà, pour la pauvreté, c'est pareil. Les gens disent d'ailleurs c'est normal, sans jugement pour ça, mais c'est ainsi. Et donc, toute notre quête est de se servir de ces valeurs négatives comme un tremplin pour atteindre eh bien, des valeurs plus positives qui vont nous mener à l'autonomie. Voilà, et donc n'oublions pas, si on se rappelle ce qu'on a vu le pilier de l'esprit, que les croyances, bien si elles sont ancrées, c'est elles qui vont créer notre réalité. Voilà, voilà donc une des raisons majeures pour lesquelles nous allons chercher
identifier et puis à neutraliser ces valeurs entre guillemets négatives que nous pourrons observer. Alors maintenant, l'idéal à atteindre, ben oui, dans tous les cas, il faut chercher à s'améliorer. Donc, je ne sais plus qui disait qu'il fallait viser un idéal absolu qu'on ne pourra jamais atteindre, mais il faut viser quelque chose d'absolu qu'on ne pourra jamais atteindre pour pouvoir quand même avancer. C'est un idéal. Donc, à chacun, évidemment, d'établir son propre idéal en la matière. Quelle serait pour nous la perfection en matière d'autonomie au sein de la famille ou du groupe? Ben, pour nous, c'est certainement d'être en parfaite harmonie avec chaque membre du groupe ou de la famille. Ça nous paraît être un idéal pour chacun et chacune, chaque membre du groupe ou de la famille. Ceci dit, la notion d'harmonie, comme on l'a déjà dit, est relative et sa définition au sein d'un groupe ben, va nécessiter d'être vraiment bien spécifiée pour que l'idéal puisse être élevé. Alors, peut-être que dans votre famille ou dans d'autres familles, l'idéal, ça va pas être l'harmonie au sein de chaque membre, ça va peut-être être tout simplement de pouvoir rassembler à nouveau chacun des membres. Hein, nous savons tous qu'il existe des familles éclatées où les membres n'ont même plus de connexion entre eux, etc. Et c'est parfois générateur de souffrance aussi. Et donc, ça peut être un idéal simplement de rassembler à nouveau les membres de la famille. Donc, à chacun de le définir, mais c'est important de prendre du temps à regarder cela, puisque c'est ce qui va déterminer après les possibilités d'action et d'amélioration. Alors, donc, à nouveau, pour se créer plus d'autonomie, on a besoin d'un certain nombre de connaissances et nous avons aussi besoin de savoir-faire. Voyons d'abord quelles sont les connaissances de base dans ce domaine du pilier familial. Alors, bien entendu, les valeurs familiales ou du groupe, quelles sont-elles? Ben, c'est la première chose à faire, c'est d'évaluer, d'essayer d'en faire l'inventaire aussi précis et lucide que possible. Et comme je le disais tout à l'heure, d'éviter tout jugement. Le jugement est une chose qui est génératrice de, euh, je vais dire de souffrance, hein, puisque c'est la chose qui vient en dernier lieu. Donc voilà. Alors, quelles sont mes valeurs personnelles par rapport à la vie en groupe ou à la vie de famille et en quoi est-ce qu'elles sont éventuellement différentes de celles du groupe dans lequel je suis? Bon, si j'y suis depuis que je suis né, ben, normalement elles vont être pareilles. Maintenant, à partir du moment où dans ma vie, je vais prendre de plus en plus d'autonomie, par exemple, à partir du moment où je vais aller à l'école, etc., il va peut-être y avoir progressivement des changements et donc ça va être intéressant d'observer cela. Quel est mon idéal? Qu'est-ce que je devrais faire pour me mettre en harmonie avec le groupe ou la famille? Ce sont des choses que Françoise et moi, finalement, nous avons faites un petit peu sans le savoir au début de notre quête, il y a déjà plus de 15 ans, quand on a commencé à vouloir améliorer nos relations au sein de la famille, entre nous aussi. On était loin d'être une famille dysfonctionnelle, mais il y avait certainement beaucoup de choses à améliorer entre nous. Et ça a été une des premières questions pour Françoise et pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on se l'a posé cette question chacun de notre côté, hein, au départ. Après, on a été plus organisé, on a fait un travail commun, mais au départ, c'était ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à être en phase? Oui, tout à fait. C'est un long travail, mais le résultat est tellement magique, magnifique, que ben, vraiment, je ne regrette pas ce parcours, ce chemin que nous avons fait, parce que toute la clé de là où on en est aujourd'hui est là, réside là. Voilà, donc première chose, certainement, une des premières connaissances fondamentales, c'est d'identifier cette notion de valeur. Dans quoi est-ce que j'évolue? Quel est mon milieu? Et est-ce qu'il y a des valeurs aussi que je suis en train d'appliquer avec lesquelles je me sens pas trop bien? Hein, ça peut arriver aussi. J'ai pas d'exemple comme ça qui me vient à l'esprit tout de suite, mais euh, voilà. Alors, maintenant, autre connaissance fondamentale, c'est les différentes phases d'une relation. Là, on part pour un petit moment, là, juste dans la relation entre deux personnes.
Que ce soit dans un couple ou que ce soit au niveau d'une amitié. C'est pareil. Oui, oui, absolument. Donc, alors, première étape, c'est toujours la même, hein, c'est ce qu'on appellerait la lune de miel. Il y a une attraction et une harmonie. Deux personnes se rencontrent. On parle même parfois de notion de coup de foudre. En tout cas, c'est là que se trouve l'attraction maximale. Et c'est toujours d'une durée limitée. Oui, c'est une attraction, au fait, entre, entre nos valeurs et Qu'on ne connaît pas toujours. qu'on ne connaît pas toujours. Et justement, cette rencontre par la loi d'attraction, c'est pour nous permettre de mieux nous connaître. Parce que la personne qui est en face de nous et qui fait qu'il y a coup de foudre, je le répète, pas spécialement dans un couple, mais tout simplement entre deux personnes, fait que nous nous retrouvons face à nos valeurs, à nos valeurs mêmes. Elles sont là en face. Si je trouve la personne qui a telle qualité, c'est parce que moi, je les ai en moi. Et je suis en face, au fait, d'un résumé de toutes mes qualités. Oui, alors j'en profite pour dire parce que c'est quelque chose qui me vient là maintenant. C'était pas prévu dans la liste, dans le scénario de cette présentation, mais je voudrais le partager en 2 secondes. J'ai entendu récemment une conférence très intéressante, une personne qui s'appelle Greg Braden. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce monsieur. C'est un Américain, donc il n'y a pas de, il ne parle pas français. Donc, mais Greg Braden expliquait quelque chose de très intéressant qu'il avait vécu sur cette notion de coup de foudre. Ça vous est peut-être, ça vous est probablement déjà arrivé, si vous avez quelques années de vie derrière vous, d'être effectivement, comment dire, tout à fait attiré à un moment donné par une personne que vous rencontrez, au point même parfois de penser au coup de foudre. Et ce que Greg Braden explique, c'est que, eh bien, souvent on accorde à ce phénomène la notion de sentiment amoureux, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est ce que Françoise vient de dire, c'est simplement que nous nous retrouvons tout à coup, et c'est toujours réciproque, hein, bien entendu, face à quelqu'un qui est un idéal pour nous, qui nous représente. Mais on sait pas trop pourquoi. Hein, c'est dans l'énergie, c'est dans la vibration que tout ça se passe. Et donc, c'est capté, c'est perçu. Et donc, par ignorance, souvent, on pourrait se retrouver coincé en se disant, oui, mais donc, je tombe amoureux, là, on est en train de tomber amoureux. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est simplement qu'il y a attraction. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation? Ben, c'est ce que Greg Braden expliquait, c'est ce qu'il a fait un jour. Il s'est retrouvé, c'était en pleine rue, hein, il a croisé une dame avec qui ce phénomène s'est passé. Et donc, il a eu la présence d'esprit de lui demander, parce que c'était, comme je vous dis, c'est réciproque, de lui demander de l'inviter à déjeuner. Il dit, est-ce que vous faites quelque chose là ce midi? Non, ça va. Bon, ils se sont retrouvés. Et puis il explique qu'on a parlé, on a mangé ensemble, on a parlé toute l'après-midi, on a échangé, ça a été très très riche et tout ça. Et puis on s'est quitté, chacun satisfait, nourri. Et il a dit, ben, en fait, quand on s'est quitté, je ne connaissais même pas le prénom de la personne. Et inversement. Vous voyez, donc, il faut faire attention, mais cette notion de lune de miel, en tout cas, elle est caractéristique des débuts de rencontre. Après, va s'installer progressivement. Bon, ça dépend, la durée va dépendre des gens, du contexte, hein, mais on parle pas d'années, hein, c'est Non, de quelques semaines, quelques quelques semaines ou mois. quelques mois. La routine va progressivement s'installer et là, ben, cette notion d'attraction va diminuer. On va tout à coup se rendre compte qu'au fond, on a en face de nous une personne presque ordinaire. On va se demander même parfois ce qui a fait on a été attiré aussi fort. Et donc, on pourrait perdre un petit peu cet aspect d'idéalisation de l'autre qui nous avait mis ensemble au départ. Et ce qui va se passer, évidemment, c'est que ce sont les patterns individuels, les habitudes, les qualités et les défauts, mais c'est surtout les défauts, évidemment, de chacun qui vont devenir apparents pour l'autre. Hein, sachant que ces défauts, entre guillemets, ces défauts, hein, ce qu'on considère comme un défaut chez l'autre, qui n'est pas nécessairement un défaut, mais ce qui nous irrite, ce qui nous embête, eh bien, on va le voir de plus en plus, c'est ce qui va apparaître de plus en plus. Et ça va conduire progressivement, parfois, à la notion de confrontation, hein, ou la révolte, ou l'ennui. Oui, ou de séparation.
qui pourrait être… Alors là, on a le choix, en fait, hein, on a toujours le choix, bien sûr, mais le choix entre cette confrontation ou cette révolte des deux parties ou l'ennui, ça peut être une source de progrès si les deux personnes acceptent de se remettre en question ou de voir ce qui est en train de se passer ou qu'elles ont la connaissance de ce que nous sommes en train de partager ici. Mais ça peut être aussi évidemment la cause d'éclatement. Et Dieu sait si on en voit beaucoup, beaucoup autour de nous. Ben, pour être franc avec vous, ça a failli nous arriver aussi à François et Mais moi. nous avons fait le choix de la source de progrès. Voilà. Et ça, c'est une mine de diamants. C'est une mine de diamants dans la rue, dans la vie. Oui, dans la rue aussi. Dans la rue, mais dans la vie aussi, excusez-moi. Voilà. Pour la vie, c'est extraordinaire, en fait. Voilà. Ce n'est pas facile, mais c'est extraordinaire. Voilà. Et si on prend cela, cette notion, je vais vous dire, c'est quasiment inévitable, hein, cette notion Oui. de révolte, de confrontation. Il vaut mieux encore révolte et confrontation qu'ennui. Hein. D'ailleurs, je pense que si nous regardons l'évolution de notre société, remontant à nos parents, nos grands-parents, et un petit peu plus haut, c'était souvent la notion d'ennui qui s'installait parce que il y avait des valeurs établies disant que ben, une fois que nous sommes dans le mariage, ben, on n'en sort plus, on y reste et du coup ben Mariage au sens large du terme. oui oui voilà c'est ça ou dans la relation et enfin oui non mais je pensais vraiment au mariage hein, dans ce cas-là, ouais. Je pense à mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Donc c'était à l'époque totalement inconcevable. Ben, il suffit de regarder les statistiques de divorce. On peut quand même pas dire que les gens étaient très différents et vivaient, comment dire, avaient d'autres fonctionnements qu'aujourd'hui. C'était pareil. Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus de séparation. C'est simplement que les gens osent, ne sont plus ancrés et attachés à cette valeur du mariage, etc. Donc il y a du bon là-dedans. Mais tu sais, Luc, c'est vrai aussi au niveau du travail. Avant, les gens, c'est encore vrai pour mon père et pour mes grands-parents, ils démarraient un boulot à 25 ans ou avant et ils terminaient à ce qu'on appelle l'âge de la retraite, même si c'était ennuyeux. Aujourd'hui, la plupart du temps, les gens sont soit à l'affût de progrès, ils changent pour quelque chose de mieux, ou alors d'éclatement. On reste dans ce schéma-là. Peu de gens commencent un job à 25 ans et le terminent aujourd'hui, ou le termineront dans la même société, la même entreprise, à peu importe l'âge de la retraite, 60, 65, même 67, peu importe. Voilà. Bon, et donc cette confrontation et cette révolte inévitable peut être une source de progrès. Et donc c'est ce que je souhaite à chacun et chacune d'entre vous, bien entendu. Et ça va amener à ce moment-là, si c'est pris comme tel, à la notion de construction durable. Parce qu'à partir de là, il va être obligatoire d'entamer un travail à la fois personnel et au niveau de la relation. Et ça va créer, si ce travail est fait sérieusement et correctement, je dirais, guidé, hein, en général, on a intérêt, bien entendu, à aller chercher de l'aide dans ce genre de situation pour se faire acquérir des meilleurs savoir-faire, plus de connaissances et ainsi de suite. Bon, c'est ce qui nous est arrivé, c'est ce que nous avons fait, Françoise et moi. Et alors, progressivement, va s'installer un degré d'harmonie de plus en plus important. Et ça va aussi libérer nos forces créatives parce qu'on va avoir plus d'espace. On va se sentir mieux dans sa peau, mieux dans la relation, mieux compris. On aura l'impression de mieux comprendre l'autre aussi. Et tout ça va libérer plein de choses, et notamment la créativité. On va devenir plus imaginatif, on va avoir des projets de plus en plus importants, et ainsi de suite. Voilà donc cette notion des différentes phases d'une relation. Ici, nous avons évidemment donné les grandes lignes. À vous, j'ai envie de dire maintenant d'aller creuser, hein, où nous pourrons creuser ensemble si vous amenez des questions et on pourra faire, je vous l'ai dit, hein, il y a associé à ces conférences génériques des conférences plus ciblées qu'on pourra organiser ensemble si vous en marquez l'intérêt. Alors maintenant, autre aspect, autre type de connaissance, la notion d'effet miroir et de complémentarité. Françoise, tu as envie d'aborder le sujet? Oui, alors, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On ne peut voir en l'autre que ce que l'on a en soi. Et au moment du coup de foudre, de la rencontre, de l'attraction,
je dis bien dans un couple entre un homme et une femme, ou dans toute relation entre deux êtres, entre deux personnes, on ne voit que c'est ça qui nous attire. On ne voit que ce que l'on a en nous, notre belle partie. Notre belle partie est dans l'être que nous avons en soi. Et ça, c'est vrai dans toutes les relations que vous pourrez avoir sur la Terre, quoi. Voilà. Alors, toi, tu peux nous parler un petit peu plus? Oui, l'observation des autres nous fournit des informations précieuses sur nous-mêmes. Et j'ai découvert, je parlais de Greg Braden il y a un instant, et c'est à cette occasion-ci. Je vous ai mis la référence au cas où, si vous comprenez l'anglais, je vous recommande chaudement cette conférence qui dure 2 heures et demie à peu près. C'est sur YouTube et c'est absolument passionnant. Ça parle de cette notion de miroir essénien. En fait, les Esséniens, on sait, ont vécu du temps du Christ, en fait, hein, c'est Oui, du temps de Jésus, bien sûr. avant, donc ils avaient un énorme savoir et ils ont développé au fond un modèle qui s'appelle les miroirs, enfin on les appelle aujourd'hui les miroirs esséniens, ça vient d'eux, et ils ont développé l'idée, et par observation, hein, tout simplement, et donc ils en ont développé aussi des outils, disant que ce que nous vivons dans notre relation aux autres, tout est miroir. Mais c'est pas simplement le miroir tel que nous l'avons dans notre salle de bain où lorsqu'on se regarde dans le miroir, ben, on voit exactement notre image. Au fond, c'est aussi notre image que nous allons voir dans nos relations avec autrui, mais à plusieurs degrés de profondeur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les explications ici, ça va être beaucoup trop long. Je vais simplement vous citer les différents niveaux de miroir, mais c'est absolument fascinant et passionnant puisqu'au fond, une fois qu'on a cette connaissance, on va pouvoir progressivement utiliser notre relation à l'autre aussi pour apprendre à mieux nous connaître. Hein, par exemple, si je rencontre et je suis fréquemment en présence de gens qui sont en colère, par exemple, je vais prendre ce cas-là, ben, ça va me dire des choses sur moi-même. Est-ce que je ne suis pas moi-même aussi quelqu'un de colérique? Ou on pourrait prendre la même chose pour des sentiments positifs comme des gens joyeux, des gens extravertis, enthousiastes, ou alors inversement des gens souvent en dépression et ainsi de suite. Et là, on a un miroir direct du moment. Là, je suis face à quelqu'un et là qui pique une colère. Bon ben, qu'est-ce que ça me dit à moi? Ok, lui, il est en colère, il a ses raisons, mais pourquoi est-ce que moi je me retrouve dans cette situation? Et qu'est-ce que moi je peux tirer de cette situation? Alors, le deuxième niveau de miroir, c'est par rapport à tous mes jugements. Hein, peut-être que je ne supporte pas les gens qui, je sais pas moi, qui mangent mal ou qui boivent. Bon, et je suis en colère chaque fois que j'entends quelqu'un ou j'entends parler de quelqu'un qui fait cela. Donc là, je suis dans le jugement, hein, et donc c'est un miroir aussi. Donc je vais forcément me retrouver régulièrement face à des gens qui ont des problèmes de boisson, des problèmes d'alimentation et ainsi de suite. Et même si moi je suis pas quelqu'un qui est dans la boisson, mais ça veut dire que j'ai peut-être vécu ou j'ai peut-être dans mes ascendants accumulé des valeurs par rapport à ça et je juge. Et donc voilà, ça c'est intéressant. Un autre miroir, c'est par rapport à ce que j'ai perdu, ce que j'ai donné ou ce que j'ai pris. Ou alors les choses que j'ai au travers de que j'étais chercher chez mon père ou chez ma mère. Alors la perception de moi-même que j'ai, enfin tout ça sont des miroirs qui sont décrits et que bien entendu il va falloir observer, étudier parce que c'est pas si évident que ça. Je dois vous le dire, hein, je découvre ça aussi depuis très très peu de temps et c'est absolument passionnant et effectivement c'est un moyen extrêmement riche de plonger en soi. Alors bien entendu, ça ne doit pas se faire au détriment des relations que nous avons avec les autres. Hein. Vous allez en train de discuter, vous dire, tu permets un instant, j'ai une réflexion à faire. Je vais voir ce que tu es en train de me dire là par rapport à mon miroir. Bon, soyons sérieux. On
on a besoin quand même de bien se comporter en société aussi. Alors, la notion de complémentarité. Oui, alors la notion de complémentarité, voilà, ça c'est la clé de l'évolution au niveau d'un groupe, la clé d'un groupe, d'un couple, j'allais dire, donc de deux personnes. L'un est le complément de l'autre. Alors, au niveau d'un couple, c'est la clé de la richesse, la clé de l'harmonie, la clé de l'amour. Au moment, tout ce qui nous paraît dans la phase de routine, comme nous en avons parlé à la dia précédente, tout ce qui nous irrite au fait, tous les manques que l'on va voir chez l'autre et ce qui parfois peut nous exaspérer, au fait, c'est notre complémentarité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme complémentarité? Eh bien, par exemple, moi, j'étais folle des voyages, de découvrir le monde. Luc était plutôt, avant son style de vacances, c'était plutôt plus posé, c'était la montagne, la géologie. Voilà. Quelle complémentarité? On peut aller faire de la montagne au bout du monde, ensemble. Je suis peut-être plus tournée vers les gens, vers les groupes en avant. Luc est plus, plus solitaire, etc. C'est de la complémentarité. Quand j'ai rencontré Luc, il était un homme réfléchi, ça a toujours été son plus. Moi j'étais plus peut-être enjoué, amusement. Quelle complémentarité! Alors, vous le voyez de deux sortes, soit comme une irritation parce que l'autre n'est vraiment pas comme vous, mais vous pouvez le voir comme une complémentarité. Alors, dès l'instant où vous rentrez là-dedans, dans cet esprit de complémentarité, votre vie de couple devient vraiment une vie d'une richesse inouïe. Tu parles de vie de couple, mais je pourrais aussi ajouter vie par rapport à nos autres relations dans la famille. Dans notre cas, je prends juste un exemple par rapport à nos enfants. Et il y a des tas de situations qui ont fait que, à partir du moment où nous avons été progressivement conscients de tout ce que nous partageons ici, il y a des tas de situations qui nous ont enrichis en tant que parents, simplement parce que nous avons pu améliorer nos relations avec nos enfants. Je me rappelle notamment à notre deuxième fils Stéphane. S'il entend la conférence, il va s'en rappeler. Stéphane n'a jamais été, comment dire, il n'aimait pas la rigueur de l'école et tout ça. On verra tout à l'heure, je vous dirai, il avait le style rebelle. Il était évidemment aussi intelligent que ses frères et sœurs, mais l'école pour lui, le cadre rigide et tout ça, c'était quelque chose d'inacceptable. Et donc, forcément, les devoirs et les leçons, sauf si le sujet lui plaisait, auquel cas il n'y avait strictement aucun problème, bien au contraire, c'était résolu plus vite que la moyenne. Mais dans les choses par rapport auxquelles il ne trouvait pas d'intérêt, c'était très pénible. Et moi qui suis plutôt l'inverse, extrêmement rigide et rigoureux par rapport à ça, enfin je l'avais été. Et donc nous avions toujours, au moment des devoirs, des confrontations très rapides, hein. Ça durait en moyenne entre 5 et 10 minutes avant que les choses n'éclatent entre nous. Euh, et la solution qui s'est produite, ben, je vous en parlerai dans quelques minutes parce que vous allez avoir une clé, une information qui m'a servi à moi, en tout cas en tant que parent, pour améliorer drastiquement la relation avec mon fils Stéphane et faire en sorte que finalement il puisse vraiment s'exprimer en fonction de qui il était vraiment. Alors maintenant, poursuivons. Une autre connaissance de base sont les langages relationnels et notamment une notion que nous avons découverte grâce à un monsieur qui s'appelle Jacques Salomé. J'espère que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, ben, je mettrai les références. Elles sont un petit peu plus loin ici dans ce PowerPoint. Jacques Salomé a parlé, ça on a découvert ça il y a, je ne sais pas, une vingtaine d'années, le langage, la relation klaxon, tu. Vous avez déjà entendu parler des gens, peut-être que vous vous surprenez aussi encore de temps en temps à parler de cette façon-là. Tu m'énerves, tu dis toujours la même chose, j'en ai marre, c'est toujours la même chose avec toi. Et Jacques Salomé appelle ça la relation klaxon, parce qu'évidemment,
qui va se passer, c'est que quand vous fermez la bouche, ben, votre partenaire, ben, il va parler de la même façon dans l'autre sens. Et on entend des tu. Voilà pourquoi la relation klaxon. Et ça m'a très vite parlé. Évidemment, c'est facile à retenir, hein. Au départ, nous étions comme ça aussi. Enfin, en tout cas, je vais parler pour moi. J'étais comme ça aussi. Je laisserai à Françoise le soin de décider de vous partager si c'était son cas ou pas. Mais je me suis entendu à un moment donné très très fort dans cette relation klaxon et je me suis dit mince. La première étape, ça a été que je n'osais plus parler. Euh, Sauf quand j'étais vraiment en colère, et à ce moment-là, ben, ça ressortait. Mais très vite, alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Jacques Salomé l'explique très bien, il faut juste parler juste, il faut parler à partir de je, de soi. Et c'est très dur au début, hein. Je me rappelle que je dis, il y a des moments où je restais silencieux parce que je savais pas comment m'exprimer. Et donc, mais progressivement, les choses ont pu changer. Et donc, l'idée d'y parler juste, c'est de s'exprimer à partir de notre propre vécu. Hein, par exemple, si je suis dans une discussion, c'est dire bon, et je me sens heurté. Ben, je vais pas dire tu me heurtes. Je vais dire écoute, je me sens pas bien là, fou, là avec ce que je viens d'entendre et non pas avec ce que tu viens de dire, parce que ce que la personne a dit, c'est ce qu'elle a dit, mais ce que vous avez entendu, c'est pas nécessairement ce qu'elle a dit. Je sais pas si vous me comprenez. Voilà. Alors, si on se met à parler juste, évidemment, ça devient beaucoup plus riche et beaucoup plus facile, surtout quand il y a des désaccords, parce que on reste dans un dialogue ouvert et on permet à tout instant à l'autre de toujours s'exprimer et de s'exprimer à partir de son propre point de vue. En fait, c'est beaucoup plus difficile de parler en je que en tu parce que le je nous engage. Et c'est ça qui est difficile. On se sent engagé dès l'instant où on dit je me suis senti mal. C'est pas très facile à dire. C'est pas si facile à dire. On n'a pas été habitué à cela. C'est plus facile de dire tu, peu importe, tu m'énerves, tu mérites. Ça, c'est au début. Voilà. Mais le je, c'est une relation d'engagement personnel. Et c'est ça que c'est beaucoup plus difficile, mais c'est beaucoup plus riche. Voilà. Alors, maintenant, on va continuer dans cette optique-là parce que il existe multitude de modèles de communication qui devraient nous aider, qui devraient vous aider si vous n'en connaissez pas encore, mais j'espère que vous avez déjà été confronté à ça, hein, qui devraient nous aider à améliorer notre compréhension, à nous faire mieux comprendre par l'autre et surtout à être à l'écoute. Alors, j'ai repris en fait deux types de langage que j'ai appris moi-même avec Françoise au cours du temps. Le premier exemple s'appelle la process communication. Alors, première chose, ce qui se passe en pratique lorsque nous ne sommes pas conscients de ces notions de différents types de communication, de différents types de langage entre différentes personnes, c'est que statistiquement, eh bien, si vous parlez votre propre langage sans même le savoir avec quelqu'un d'autre, il y a statistiquement 8 chances sur 10 que la personne en face de vous parle un autre langage que le vôtre. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau, eh bien, vous n'allez pas être capable de vous comprendre. Même si vous parlez la même langue, le français par exemple, avec les mêmes mots et que vous utilisez des mots de vocabulaire que les deux parties comprennent, même comme ça, vous n'allez pas comprendre le message de l'autre et l'autre ne comprendra pas votre message, en tout cas pas entièrement. Alors, comment ça se fait? Ben voilà, un premier exemple s'appelle donc la process communication. Process communication, c'est un outil qui découle de l'analyse transactionnelle qui, à ma connaissance, a commencé à être mis au point dans les années 90, les années 90. Je pense que c'est un programme de la NASA qui a déclenché cela, un chercheur pour la NASA, parce qu'évidemment, envoyer des astronautes dans l'espace, dans un espace confiné, devoir passer plusieurs jours ensemble, etc., ben, il y a intérêt à ce que les gens se comprennent. Et du coup, ben, ils ont développé ça. Et alors, nous avons, le modèle décrit les gens sous la forme de 6 profils différents. Et donc, dans ce modèle, chaque personne va finalement
Et c'est très facile à mesurer, hein. Donc, j'ai fait cet exercice il y a des années avec des formateurs professionnels. On peut se faire évaluer et donc on vous sort à ce moment-là le profil dominant de votre fonctionnement, et un profil secondaire. Alors, comme dans tout modèle, là, il y a 6 profils dans ce cas-ci. Dans d'autres modèles, il y en a plus. Dans d'autres modèles, il y en a moins. Avec les 6 modèles ici, persévérant, travaillomane, empathique, rêveur, promoteur et rebelle, nous avons dans notre personnalité un petit peu de tout, mais il y a toujours il y a une ou deux figures qui dominent. Voilà. Alors, pour, euh, pour donner je ne vais pas évidemment vous décrire ce modèle, à vous d'aller le chercher si c'est quelque chose qui vous parle. Je vous dis simplement une anecdote. J'ai découvert ça dans le cadre de ma profession. À l'époque, j'avais une entreprise de conseil et j'ai voulu permettre aux consultants, et moi y compris, d'améliorer nos communications. Et donc, on a fait appel à des professionnels de la processcom, comme ils disent dans le jargon. Et en quelques jours, nous nous sommes formés. Et c'est à cette occasion-là que je me suis rendu compte de ce qui se passait. Hein, je vous rappelais tout à l'heure, je parlais de mon fils Stéphane. Lorsque j'ai pris conscience de ce modèle, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'avais comme profil majoritaire le persévérant et le travaillomane. Le persévérant, c'est quelqu'un qui est très attaché aux principes, qui a des valeurs, etc. Le travaillomane, très analyste, très rigoureux, rigide, etc. Donc voilà un petit peu les marques de ce type de profil. Et mon fils Stéphane avait comme, comment dire, valeur majeure le rebelle. Là, c'est complètement l'inverse. Un rebelle, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace, qui est extraverti, qui passe d'un sujet à l'autre en 2 minutes. C'est pas pour ça qu'il va négliger tous les sujets, mais en tout cas, il va avoir besoin de cela. Il a besoin de s'amuser, le rebelle. C'est sa marque de fabrique. Et donc, vous imaginez un persévérant assis à côté d'un rebelle pour pouvoir lui faire faire ses devoirs. C'est vraiment voué à l'échec. Et ce qui s'est passé de formidable, c'est qu'après cette formation que j'ai faite avec le personnel de mon entreprise, j'ai décidé, avec le soutien des formateurs, qui en avaient les compétences aussi, d'envoyer nos propres enfants à cette formation. Et donc, la formatrice, enfin, ils étaient deux, et c'est un couple, la formatrice a accepté d'organiser une formation pour les enfants. Et nos enfants y ont assisté. Quand ils sont revenus, je vous dis pas, c'était très amusant à table, notamment les réunions de famille où on se faisait noter sur nos caractéristiques, notre manière de nous exprimer. C'était passionnant. Les enfants avaient compris beaucoup plus vite que nous, en tout cas, les mécanismes, et ils jouaient avec ça. C'était fabuleux. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette Oui, création. c'est vrai. C'était une des clés de démarrage, un des éléments de démarrage dans tout notre parcours, on va dire, de transformation et de Voilà. compréhension de l'autre. Ouais. Et donc, ce qui s'est avéré, c'est que le fait d'abord de connaître notre propre langage, que nous allons aller. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Quand nous sommes en situation de stress, ben, nous sommes coincés dans notre type de langage. Et alors, ça peut devenir assez embêtant. Et donc, les enfants nous comprenant aussi et se comprenant eux-mêmes, ça a Ça rendait les libéré, choses plus fluides. ça a libéré souvent des situations. Ok, on va continuer parce que le temps passe. Alors, un autre type de langage que nous utilisons beaucoup aujourd'hui dans notre pratique professionnelle actuelle, c'est le langage des couleurs. On l'utilise plus parce qu'il est beaucoup plus simple à maîtriser que la ProcessCom et plus rapide aussi. Et, euh, et donc voilà, on n'a pas besoin d'envoyer tout le monde 2 ou 3 jours en formation. Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça ou qui n'ont pas, voilà. Et là, ici, nous avons sous la main un modèle qui est suffisamment performant et très facile à apprendre. Ça s'appelle le langage des couleurs. La population, de nouveau, est répartie en 4 types en 4 couleurs, chaque personne ayant aussi une couleur dominante et une couleur secondaire. Alors, chaque couleur correspond à une motivation profonde intérieure qui est, au fond, un petit peu comme la couleur des yeux, hein. C'est quelque chose qui ne se discute pas, qui ne se modifie pas avec le temps. Ça peut s'enrichir, mais en tout cas, c'est notre marque de fabrique en tant qu'humain incarné dans cette vie-ci. Alors, les 4 couleurs,
Alors, donc il y a le bleu qui est plus dans la motivation et l'intimité, Recherche de l'intimité. recherche de l'intimité, l'empathie, comment est-ce que je peux aider, je vais pas dire peace and love, mais un petit peu quand même. Voilà, Mère Teresa, en fait. Voilà, Mère Teresa. Alors, le rouge, c'est le pouvoir qui est sa motivation principale. Et c'est, je veux voir les résultats ici, maintenant, de suite. Le chef d'entreprise, hein, Bill Gates. Alors, le blanc, ben, lui, c'est l'analyste, c'est être en paix. C'est celui qui va essayer de comprendre. Je veux comprendre, c'est tout. Je vais analyser les choses. Tu as un Explication. exemple? Monsieur Spock, pour ceux qui connaissent. D'accord. C'est pas Star Wars, hein, c'est l'autre. J'oublie tout à coup, là, j'ai un trou de mémoire, mais Mister Spock, voilà, si vous D'accord. voulez savoir. Alors, le jaune, la motivation, ce sera s'amuser. Waouh! S'il y a du fun, si c'est amusant, je te suis, j'y serai. Alors, vous savez, un petit mot d'explication. Dans un couple, je le redis bien, c'est une relation à deux. Rappelez-vous, nous sommes complémentaires. Alors, dans notre couple, eh bien, moi, je suis rouge et jaune, et Luc, il est bleu et blanc. Alors, je vous raconte juste une anecdote, comme ça ancre bien l'explication. Voilà. Donc, il y a 2 ans de cela, notre fils, toujours notre fils Stéphane, nous téléphone, enfin, il allait être papa, sa femme allait accoucher, donc je fais bref, le soir, on s'endort avec ça. Voilà, on vient de rentrer à la maternité, donc on savait très bien que ça allait arriver pendant la nuit. On laisse bien nos portables, nos téléphones portables à portée de main pour avoir la bonne nouvelle. 6 heures du matin, un message pour dire voilà, je suis papa, mon fils est né. Voilà. Alors, ma réaction, rappelez-vous, je suis rouge et jaune. Ma réaction immédiate, c'est waouh, Luc, on y va. Notre fils, pour tout vous dire, habite à 650-700 km d'ici. Il habite en Alsace, nous habitons dans le sud. Voilà, hop, on sort du lit, on y va, on prend le taux. Et en fait, on fonce. Voilà. Et Luc, instantanément, bon, qui est réveillé aussi hein, par ce charmant message quand même, me dit attends, analysons la situation. Oui, c'est plus fort que nous, c'est comme la couleur des yeux. L'un qui dit waouh, il fonce, il veut les résultats tout de suite, et l'autre attends, on va analysons la situation. Voilà. Et puis, vous voyez, la compréhension de cette complémentarité a fait et que nous avons réfléchi, analysé la situation et nous sommes partis. Voilà, pour ce long voyage, puisqu'on est rentré à 4 heures du matin, on a fait l'aller-retour le même jour. Voilà, très bien. Alors, euh, autre type de langage. Alors celui-là, il est particulièrement important aussi parce que il peut construire ou renforcer des relations, tout comme il peut les détruire. Ça s'appelle les langages de l'amour. Le point de départ, c'est de nouveau le couple, mais c'est aussi évidemment très pratique à maîtriser pour créer de l'harmonie dans la famille ou dans un groupe, hein, tout simplement. Alors, la chose est basée, ce langage, l'observation est basée sur la chose suivante. Chaque personne a sa manière personnelle d'exprimer son amour envers les autres. C'est le consultant américain Gary Chapman qui a identifié cela. Il était devenu conseiller conjugal et à force de, comment dire, récolter des histoires de la part de ses patients, ben, il s'est rendu compte qu'il y avait toujours typiquement différentes façons. Aussi, il avait face à lui souvent des gens, des couples dont les deux parties ne se comprenaient pas. Et donc, c'est lui qui a trouvé cette notion des langages de l'amour. Et il a identifié que, grosso modo, les gens ont 5 manières typiques différentes d'exprimer leur amour vis-à-vis d'autrui, ou dans le couple, ben, vis-à-vis du conjoint. Première façon, les paroles valorisantes. Donc là, ça va être simplement de... François, tu as peut-être... Oui, ben, c'est par exemple, vous savez, quand quelqu'un est un travaillomane, un travailleur acharné qui aime son travail, il l'aime, c'est comme cela. Mais il est en attente de quoi? Ben, que son partenaire, sa partenaire, sa femme, lui dit qu'elle apprécie son travail. C'est tellement peu de choses, mais c'est tellement puissant pour la personne
qui est en attente de paroles Et qui valorisantes a ce langage de paroles et qui a valorisantes. ce langage, bien entendu, Donc de l'amour. voilà, si je suis dans ce style-là et que je reçois ces paroles de ma conjointe, eh bien, je vais me sentir aimé. C'est ça l'idée hein, du langage de Oui, l'amour. Alors, et inversement, si je ne reçois jamais de paroles valorisantes de sa part, peut-être tout simplement parce qu'elle ne connaît pas ce langage, non, elle n'a pas réalisé cela, je vais croire qu'en fait, elle ne m'aime pas. Ou je vais oui, et finir on va. par croire qu'en fait, elle n'a pas elle ne fait pas preuve d'amour à mon égard. Hein. C'est comme ça qu'on pourrait finir par se détourner l'un l'autre. Ça ne correspond pas à la réalité, c'est juste un problème de langage en fait. Alors les moments de qualité, ben ça c'est un autre style, c'est l'envie de pouvoir passer du temps avec la personne aimée. Oui, mais ça, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, c'est très important. Déjà pour prendre du temps ensemble, parce que pendant la lune de miel, ça se fait d'office, Oui, on est c'est tout le tout temps ensemble. seul. Mais après, bon, c'est là peut-être qu'il y a des choses à changer. Ça ne doit pas être des longs moments de qualité, mais ça peut être quelque chose de court, Une mais sortie ensemble, une sortie au cinéma, une sortie ou absolument. un verre de vin, un verre de bon vin dégusté Oui, à la maison. pourquoi pas? Euh, voilà, tout cela est Ou de possible. bon champagne. Voilà, c'est très important. Voilà. Voilà. Ça, C'est le moment qui compte, c'est pas le contenu de la bouteille. non. Alors, troisième type de langage, c'est les cadeaux. Hein, bon, ça, c'est pas besoin de beaucoup Oui, le d'explications. Hein. cadeau, c'est une expression en fait fondamentale de l'amour qui, en fait, ça a lieu dans toutes les cultures du monde, hein. Parce que ça dit aussi, oh, regarde, il a pensé à moi ou elle a pensé à moi. C'est ça qu'il y a derrière le mot cadeau. Alors, les services rendus, là, on est service rendu, ben, l'exemple typique, c'est le mari qui va faire la vaisselle à la place de son épouse, Oui, ou mais l'inverse d'ailleurs. là, on est fort influencé par le modèle parental, Ouais. par notre personnalité, par notre perception de l'amour, par nos émotions, nos Voilà. besoins. Faire quelque chose, rendre un service à l'autre que bon, la personne fait habituellement, hein, et voilà, je le fais à sa place, je le fais pour elle. Voilà. Alors, comme tu dis, certains sont plus sensibles à ça et il faut être conscient que c'est un des langages de l'amour. Voilà. Et puis le dernier, assez évident aussi, c'est le toucher physique. Alors, bon, évidemment, on pense tout de suite aux situations sexuelles, mais ça, avant ça, une tape sur le dos, une tape sur l'épaule, ça fait partie de cette notion-là. Mais Hein, le toucher, ça prend quand on est tout petit. Une mère et un père ils touchent son enfant, c'est vital. Un enfant qui n'est pas touché, caressé, il meurt. Sans le toucher physique, il meurt. Ceci dit, tout le monde n'a pas le toucher physique comme langage principal. Absolument. Voilà. Et donc il faut pas l'oublier. Souvent, ce sont les hommes qui ont ce type de langage en priorité. Et ça ne veut pas dire que la femme va avoir ce langage-là. Donc, si l'homme ne privilégie que ce langage-là et qu'il oublie les autres, ben, ça va causer à un moment donné des Bang. dysfonctionnements. Alors, les dysfonctionnements, ben oui. Si nous avons des langages communs, aucun problème. On peut vivre toute notre vie sans même se rendre compte qu'il existe d'autres manières d'exprimer l'amour. Par contre, si nous avons des langages différents, là, de nouveau, l'incompréhension va pouvoir va se mettre en place après un certain temps de vie commune. Hein, c'est ce qu'on évoquait au début. Et donc, de nouveau, même conclusion, c'est comme pour une langue vivante, français, anglais, chinois, il va falloir apprendre si on veut se comprendre. Et là, ben, je vous donne d'office la référence. Hein. Moi, je ne connaissais pas ce concept-là il y a quelque temps, et c'est le bouquin Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman qui nous ont instruits et éduqués là-dessus. C'est absolument passionnant, c'est rempli d'histoires, d'exemples. On peut s'identifier très facilement à beaucoup de ces histoires d'ailleurs. Et donc, je vous recommande chaudement l'étude de ce langage. Alors, maintenant, on a fait un petit peu le tour des connaissances de base. Vous avez vu qu'on a parlé beaucoup de langage. Ah ben oui, c'est la communication, hein, la vie en groupe, c'est ça. Alors, maintenant,
passons quelques minutes un peu plus rapidement là, à voir les savoir-faire parce que c'est complètement lié aux connaissances. La première chose va être, on l'a dit déjà au début, trouver ses propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma relation aux autres? Quelles sont les choses que je veux respecter vis-à-vis des autres? Qu'est-ce que j'attends des autres qu'ils respectent vis-à-vis de moi? Quelles sont les choses qui m'irritent? Tout ça, c'est de l'observation qu'il va falloir mettre en place. Alors moi, j'ai envie d'ajouter un petit exemple. Vous savez, quelles sont quelles sont mes valeurs à moi? On est tellement différents parce qu'on est influencé par nos valeurs parentales. Alors, si je prends juste notre exemple, ça c'est pour un petit peu ancrer la différence. Entre Luc et moi, le temps n'est pas le même. Bon, aujourd'hui, on s'est bien entendu amélioré là-dessus, mais on ne le savait pas. Notre temps, notre relation au temps n'est pas le même. Pourquoi? Parce qu'il est influencé pour lui comme pour moi par toute notre histoire avant, qui n'est pas particulière, mais c'est comme ça pour tout le monde. Par exemple, Françoise, quand elle est enfant, chaque fois que je rentre à la maison, j'entends ma mère qui me dit, Françoise, d'abord les devoirs, ensuite s'amuser. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Il n'y a rien de bien ou de mal à ça. C'est ainsi. Je devais d'abord faire mes devoirs et puis m'amuser. Là, je pouvais à jouer quand j'étais petite fille. Bien. Luc, il a entendu autre chose. D'abord se détendre après l'école, et puis, quand tu t'es bien détendu, ensuite travailler. Eh bien, cette notion, vous savez, elle nous accompagne tout au long de notre vie. C'est-à-dire, aujourd'hui encore, je dois, c'est vraiment en moi, autrement je me sens mal, je dois d'abord faire mon boulot, et puis je vais aller me promener, et puis je vais aller regarder un film. Luc, c'est, bah, je vais d'abord regarder le film, et puis je vais terminer de rédiger la conférence ou de faire mon boulot. Mais vous vous rendez compte, quand, quand on n'est pas au courant de ce genre de situation, le nombre de frictions qu'il y a dans la vie. Je me rappelle une fois, après je vais passer à autre chose, c'est, tu voulais regarder, on avait encore la TV à ce moment-là, et tu voulais m'inviter à partager avec toi un beau film à la télévision. Un moment de qualité. Un moment de qualité à nous deux. Ce n'était pas possible pour moi. Moi, j'étais professeur et tous les soirs, après le repas du soir, les enfants au lit, je me remettais à travailler pour l'école, pour préparer mon travail pour le lendemain. Oui, d'abord préparer, faire mes corrections et préparer le cours demain, et puis j'aurais pu aller regarder le film. Donc, qu'est-ce que ça a fait à ce moment-là? Friction, puisque Luc, il a cru, ah, elle n'aime pas, c'est toujours la même chose avec elle, elle ne peut pas se détendre. Tout à fait. Alors, donc, en résumé, identifier les valeurs négatives à éliminer, que nous voulons éliminer chez nous, ben, il faut d'abord les identifier pour ça. Et puis, peut-être qu'il y a des valeurs positives que j'ai observées chez d'autres et que j'aimerais développer chez moi. Alors, je rappelle ce que disait Françoise, hein, si vous avez observé une valeur quelque part chez quelqu'un d'autre, une valeur positive, cela veut dire par définition, rappelez-vous l'effet miroir, que cette valeur, vous l'avez en vous. Hein. Alors maintenant, peut-être que vous avez envie de mieux l'exprimer, la développer plus en force, et donc c'est ce qui va arriver. Mais voilà. Alors maintenant, l'étape suivante, ça, un autre savoir-faire fondamental, c'est pouvoir développer sa vision. Développer sa vision de la famille. On a mis famille, comme vous le constatez, entre guillemets, hein, puisqu'on vous a bien dit au début que c'est sur le relationnel, le groupe, voilà, on vous a montré les deux photos au départ, un petit peu ça. De quelle famille est-ce que je rêve? D'abord, ce serait peut-être bien de savoir de quoi est-ce que je rêve. C'est toujours bien de savoir de qu'est-ce qu'on a envie avant de commencer tout travail sur soi. Quelle est ma vision de ce que je pourrais réaliser en famille? Si je rêve de telle sorte de famille, eh bien, qu'est-ce que je pourrais concrètement réaliser avec cette famille dont je rêve? Alors, n'oubliez pas, j'en parle depuis longtemps, mais vous avez toute votre histoire dans votre sac à dos là qui est derrière vous. De quel type de famille est-ce que je proviens? Parce que c'est ça qui va vous rattraper tout le temps et qui vous influence, qui vous a influencé et qui vous influence. Et finalement, qui fait de vous qui vous êtes aujourd'hui.
Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Je rêve de telle famille, mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et je vous dis, pour atteindre l'idéal, je dois devenir cet idéal à atteindre. Ok, alors les outils pour développer sa vision, ben, on en reviendra peut-être dans une autre conférence. Ce sont des outils qu'on évoque dans tous les piliers, bien entendu, puisque notre but, c'est d'avoir un idéal dans chacun des piliers. Alors, on parlait tout à l'heure du langage des couleurs. Voici finalement quelques éléments qui devraient déjà vous donner des indications pour commencer à maîtriser euh, ce type de langage. Vous voyez, il y a les quatre couleurs, jaune, bleu, rouge, vert. La personne qui cherche à aider, on a un petit peu inversé les couleurs, là. Je suis Oui, tu désolé. avais pris blanc et J'avais bleu. pris bleu, oui. Donc, on va dire qu'il y a inversion ici entre le bleu et le jaune. Ben, désolé, vous allez devoir faire un petit exercice mental là, par rapport au slide précédent qu'on évoquait. Et le vert doit être Blanc. remplacé par le blanc. Mais à part ça, c'est pareil. Alors, Mère Teresa, qui était marquée bleu avant, mais c'est à vous de choisir les couleurs que vous voulez. Hein. Finalement, c'est pas si important. Du moment que vous avez le bon référentiel en tête. De toute façon, les jaunes et les verts dans cet exemple-ci, ce qui étaient les bleus et les blancs avant, ce sont des personnes reconnaissables au fait qu'elles ont un parler qui est plus lent. On les reconnaît, ce sont des gens plus réfléchis, qui vont prendre plus de temps. Hein. C'est François toi, qui Luc. disait, ça c'est moi. Luc, c'est le côté gauche, moi, c'est le là. côté droit. Et puis, ben, à l'inverse, quelqu'un qui est du côté rouge, hein, ou du côté jaune mais qui est bleu dans ce cas-ci, eh bien, il va Waouh. avoir un débit, simplement un débit de Ouais. parole beaucoup plus rapide. Il va réagir de façon plus spontanée et ainsi de suite. Vous voyez, donc, alors, les exemples, hein, ce sont des référentiels. Essayez dans un premier temps de déterminer, tiens, mais au fond, quelle serait la couleur. Je n'ai pas indiqué, j'ai pas pris le temps d'indiquer ici la référence. Maintenant, si ça vous intéresse, je suis en mesure de vous donner un lien qui vous permettrait de déterminer vos propres couleurs. Envoyez-moi un message sur le blog, sur le site VSF Ambassadeurs, ou bien à mon adresse email luc.griffet@gmail.com, et je vous donnerai à ce moment-là des références qui vous donneront la possibilité d'identifier vos propres couleurs. Et puis après, dans un deuxième temps, des savoir-faire qui vous permettront d'identifier la couleur de vos interlocuteurs. Voilà. Mais regardez, dans le couple, dans deux personnes, ici, nous sommes complémentaires. Luc, c'est la partie gauche, moi, c'est la partie droite. Mais non, ce n'est pas pour ça que je ne suis pas, j'ai pas de temps en temps, bien entendu, un côté analyste ou supporter. Et Luc, de temps en temps, ben, il aime bien s'amuser aussi ou être plus fonceur. Mais disons, à l'origine, on est quand même plus lui à gauche, nous à droite. Dans un couple, on est toujours en complémentarité. C'est ça la richesse. Voilà. Alors, dernier point, dans quelle langue est-ce que je m'exprime? Bon, voilà, ça c'est facile à observer. Normalement, écoutez-vous parler la prochaine fois que vous êtes en relation avec quelqu'un, et en particulier lorsqu'il y a un petit peu de tension entre vous. Vous allez voir ce qui va dominer. Est-ce que c'est la relation klaxon ou bien est-ce que vous êtes déjà en fait dans le parler juste? Si vous n'y êtes pas encore, ben, j'ai donné en référence là le bouquin principal de Jacques Salomé qui nous explique comment faire pour passer de la relation klaxon à la relation juste. Et c'est pas très compliqué, hein, je vous rassure. Il faut juste s'armer un peu de patience et surtout d'observation. Et alors de beaucoup d'humilité et j'ai envie de dire avoir envie de mettre son ego Oui. de côté, parce que ça, c'est évidemment fondamental. Enfin, le langage de l'amour, donc identifier nos un ou deux langages privilégiés, première étape. Deuxième étape, identifier le ou les langages privilégiés de notre partenaire et aussi de nos proches. Apprendre ces langages et apprendre ceux de nos proches et de notre partenaire. Et puis, aider nos proches à apprendre et à identifier leur langage d'amour. Alors, à nouveau, je suis désolé, ça va de nouveau être l'anglais, mais il existe un site mis au point par Gary Chapman qui s'appelle, j'ai mis la référence ici,
donc 5lovelanguages.com. Si vous allez sur ce site, vous avez un outil gratuit qui en 10 minutes vous donnera, vous permettra d'identifier vos 1 ou 2 langages d'amour privilégiés. C'est très utile et ça sera le point de départ. Sinon, bien entendu, vous avez le bouquin qui lui est en français. Ça sera un petit peu plus long, mais vous y arriverez aussi, je vous promets. Et ça va être probablement l'un des outils les plus riches et les plus faciles à mettre en place pour améliorer vos relations au sein du couple, de la famille et ou des groupes dans lesquels vous évoluez régulièrement. Voilà, alors on pourra encore évidemment en dire beaucoup plus sur ce pilier familial. Alors le but ici c'était d'avoir ce survol, de vous donner des connaissances de base et quelques savoir-faire pour vous aider à construire progressivement à la fois votre idéal et votre autonomie dans ce pilier. Les informations sont rassemblées sur notre site qui est vsfambassadors.com. La conférence enregistrée, l'enregistrement de cette conférence y sera aussi dans un jour ou deux au plus tard. Et puis, eh bien, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le blog, nous y répondons, nous répondons à tout le monde. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez creuser, des sujets plus détaillés, eh bien, faites-en part. Nous aurons la possibilité, nous ne demandons que ça, d'organiser régulièrement des conférences un petit peu plus courtes, mais plus ciblées, avec même la possibilité de questions-réponses en direct, puisque nous avons les outils pour le faire. Voilà. Alors, on vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence sur l'autonomie. Ce sera sur le pilier de la société, tout aussi passionnante et intéressante. Le 5e pilier. Le 5e pilier, voilà. Et moi, je vous espère, vraiment, ce sont tous mes voeux, la meilleure compréhension de tous ces langages, de la communication et de l'amour. Ce sont de la complémentarité aussi. Ce sont des clés sur notre chemin de la vie. Voilà. La vie est belle, la vie est formidable et à deux, elle est encore meilleure. Et puisque nous venons de démarrer l'année 2016, eh bien, je vous la souhaite prospère, joyeuse et pleine de santé et de bonheur. À bientôt.